Merci à tous d'être présents. Donc, la thématique en fait de cette conférence va porter sur la sécurisation en fait de la chaîne d'amplification PCR. Moi, la PCR, donc c'est une manipulation que j'ai découvert il y a à peu près 25 ans. Il y a 25 ans, lorsque j'étais encore sur les bancs de l'université, la première chose qu'on nous expliquait en fait sur la PCR, c'est que c'était une manipulation très sensible et très sensible à la contamination et donc aux erreurs d'interprétation. Les techniques PCR se sont affinées, elles se sont multipliées, leurs applications en fait sont de plus en plus larges. Par contre, cette problématique, elle existe toujours. Elle existe toujours, elle est liée à une problématique en fait assez simple, c'est que il s'agit d'identifier un échantillon, partir en fait de quelques brins d'ADN ou d'ARN pour en créer des millions ou des milliards. Donc il y a un tel ratio d'amplification entre l'échantillon amplifié et l'échantillon d'origine que les risques de contamination en fait sont dramatiquement élevés. Et on verra en fait que ça correspond aussi à des enjeux économiques assez importants qu'il ne faut absolument pas négliger. Donc, je dirais comme tout le monde, je vais commencer par parler de ce qui nous préoccupe en ce moment. Nous sommes en pleine crise du Covid-19. Cette crise du Covid-19, nous en parlons tous. Et il se trouve qu'il y a deux thématiques dont on parle de plus en plus depuis une quinzaine de jours. Ce sont les tests de diagnostic qui vont être faits sur le terrain, notamment après déconfinement, pour savoir si les personnes sont malades ou si elles sont immunisées en fait contre le virus. Il y a deux types de tests qui vont être pratiqués. La plupart d'entre vous, en fait, sont à peu près familiers avec ça, on en a entendu parler. Ce sont les tests sérologiques et les tests RT-PCR. Globalement, les tests sérologiques, ceux dont on ne va pas parler aujourd'hui, vont aller rechercher les anticorps en fait, dans le sérum sanguin. C'est réalisé donc par un prélèvement sanguin. La méthode, alors, enfin, des méthodes, il y en a 120 ou 130 actuellement plus ou moins disponibles dans le monde. Elles permettent d'identifier donc des personnes qui ont été contaminées par le virus et ayant commencé à développer une réponse immunitaire. Par contre, ça ne met pas en évidence la présence du virus. Vous pouvez très bien avoir des anticorps spécifiques Covid-19 et ne plus être malade. Le test PCR, en fait, en comparaison, lui va aller chercher directement la présence du virus. Et donc, ça va passer par les fameux prélèvements nasopharyngés que j'ai eu le bonheur de ne pas encore subir, mais donc avec ce fameux écouvillon qu'on vous glisse dans le nez et donc qui a pour mission d'aller récupérer du virus en fait dans la zone nasopharyngée. Et donc, à partir de cet échantillon, on va aller chercher directement la présence du virus. Alors, directement la présence du virus par, plus exactement, directement la présence de l'ARN du virus chez un patient ou un individu. Alors, ce test de RT-PCR, on va en parler un petit peu, mais très clairement, aujourd'hui, même si on va illustrer un petit peu l'actualité, en fait, moi, la PCR, elle m'intéresse en fait de manière beaucoup plus large dans ses multiples applications. Ça fait 20 ans qu'on entend parler de la PCR dans la criminalistique, donc les enquêtes criminelles pour aller identifier le responsable en fait de tel ou tel délit. On s'en sert également dans la détection de micro-organismes, donc pour du diagnostic médical, mais pas uniquement. On va l'utiliser, et c'est une des grosses applications en fait de la PCR pour le diagnostic prénatal de maladies génétiques. Les études de filiation, la biologie animale, et en fait, je pourrais lister encore des dizaines et des dizaines d'applications.
Ça fait de cette technique d'amplification, je vais dire aujourd'hui, une des techniques analytiques à la fois les plus populaires, mais aussi une des plus précieuses pour le monde moderne. Malheureusement, comme je le disais en introduction, cette technique d'analyse PCR, si elle n'est pas parfaitement réalisée, peut induire en fait des erreurs d'interprétation qui peuvent avoir, je dirais, un coût économique ou un coût sociétal extrêmement élevé. Le premier point, si on prend juste la problématique Covid-19, j'ai cherché en fait un petit peu le coût d'une analyse PCR par patient. C'est pas facile à retrouver. J'ai trouvé quelques traces en fait dans un article de Mediapart cette semaine. On nous dit en fait que le coût d'une analyse PCR par individu, c'est à peu près 130 €. J'arrondis volontairement. Alors attendez, j'ai perdu ma diapositive. Voilà. C'est à peu près 135 €. Excusez-moi, je jongle avec la technologie. Voilà. Donc, j'irai non seulement si l'analyse PCR se passe pas bien, on va avoir dépensé 135 € pour un mauvais diagnostic, mais un mauvais diagnostic peut avoir aussi des conséquences extrêmement élevées. On le voit avec le Covid-19. Si vous diagnostiquez, si vous ne diagnostiquez pas la présence du virus alors qu'il est présent, vous risquez de laisser circuler une personne infectée et infectante en fait dans la société, donc c'est problématique. Mais en plus, vous avez une chance en fait de retarder son traitement, donc d'avoir des complications chez le malade qu'elle n'aurait pas eu s'il y avait eu un diagnostic précoce. Mais ce risque de mauvais diagnostic, il existe pour toute autre maladie ou contamination liée au Covid-19. Imaginez bien en fait qu'une maladie génétique non diagnostiquée pendant une grossesse peut avoir évidemment des conséquences sur la vie d'une famille assez importantes. La remise en cause en fait d'une enquête criminelle, c'est la même chose. Hein. On l'a vu récemment. Alors j'ai cherché une trace il n'y a pas très longtemps, mais en cours de cassation il y a quelques mois, les résultats d'une enquête criminelle en fait étaient remis en cause. On demandait en fait de refaire des analyses PCR, tout simplement parce que il y avait un doute en fait sur la chaîne d'analyse PCR et sur la véracité en fait de cette chaîne PCR. Et puis, de manière plus générale, on a évidemment des risques pour l'interprétation de résultats de recherche scientifique. Alors, pour comprendre en fait ce qui se passe et pourquoi c'est difficile de réaliser une analyse PCR, comme je disais au début, le problème c'est qu'en général, quand on fait un prélèvement cellulaire, quel qu'il soit, contenant de l'ARN ou de l'ADN, l'échantillon au départ n'est pas suffisamment concentré en ARN ou en ADN pour qu'on puisse faire une analyse précise. Donc, il va falloir qu'on amplifie cet échantillon et le ratio d'amplification est tel que sur toute la chaîne, on va avoir des risques en fait de deux types de contamination, ce qu'on appelle la contamination croisée ou la contamination environnementale. Donc pour ça, ce qui est généralement acquis, c'est qu'une séquence d'analyse PCR va devoir se scinder en 3 étapes. La lise de la cellule et l'extraction de l'ADN en fait sur l'échantillon, dans un premier temps, dans un premier poste de travail. Dans un second poste de travail, vous allez avoir la préparation des échantillons avant amplification. C'est notamment en fait l'étape dans laquelle on va mélanger l'extrait d'ADN ou d'ARN avec les primeurs d'accroche et tous les réactifs en fait de la PCR. Et puis la dernière étape, c'est l'amplification proprement dite qui se fait, elle, dans un thermocycler. Donc ce qui est important de comprendre, c'est que dans l'analyse PCR, d'un point de vue en fait de l'architecture du poste de travail ou de la procédure, il est important d'avoir 3 postes de travail, un qui est dédié à la lise et l'extraction en fait de l'ADN. En l'occurrence, là, j'ai marqué, si vous travaillez sur des cellules qui sont pathogènes, par exemple des virus ou des bactéries, à ce moment-là, il va falloir travailler en fait dans un poste de travail sécurisé approprié, par exemple en fait un poste de sécurité microbiologique de type 2, donc PSM de type 2 selon l'EN 12469. Donc ce sont des appareils normalisés.
Le deuxième point, une fois que vous avez extrait cet ADN, que vous avez isolé donc cet échantillon d'ADN ou d'ARN, vous allez passer dans un poste de préparation pré-PCR, un poste de travail qui, lui, va devoir assurer que votre échantillon d'ARN, qui, lui, est très sensible, ne soit pas contaminé, d'ARN ou d'ADN, hein, ne soit pas contaminé, en fait, par de la contamination environnementale ou ne subisse pas une contamination croisée. Et puis, une fois que vous avez fait votre préparation, en fait, que vous avez mélangé vos réactifs, vous allez jusqu'à votre thermocycler. Donc, je ne boude pas mon plaisir, malgré tout, même si on va en parler très peu, c'est de vous montrer le premier cycle en fait, de RT-PCR. Là, en l'occurrence, on parle de l'actualité d'aujourd'hui. Il y a plusieurs types de PCR existantes. Mais lorsqu'on veut faire une amplification d'ARN, en définitive, on va faire appel à une procédure un peu particulière où vous savez que l'ARN est normalement toujours simple brun. Et donc, pour le dupliquer, on va faire appel à une enzyme qui est la reverse transcriptase. Cette reverse transcriptase va créer un demi-brin d'ADN complémentaire au filament d'ARN. Et c'est ensuite, en fait, ce demi-brin d'ADN qui va être amplifié une multitude de fois pour faire un double brin d'ADN. Donc, ce double brin d'ADN sera une image de l'ARN d'origine, mais en fait, dans la RT-PCR, même si l'échantillon d'origine est de l'ARN, l'échantillon final amplifié est de l'ADN. Donc, évidemment, on va le faire plusieurs fois. Comme je l'ai dit, je le répète, c'est la troisième fois, donc le risque pendant cette séquence de préparation, d'extraction, de préparation et d'amplification, il est double. Le premier, c'est la contamination croisée entre échantillons. On voit bien, si vous faites une enquête criminelle et que vous avez une contamination en fait, d'un échantillon A par un échantillon B, évidemment, à la fin de votre manipulation, vous avez le risque en fait d'avoir un résultat biaisé qui va complètement entraver votre enquête criminelle. La contamination par l'environnement du laboratoire, je n'ai pas trouvé de meilleure explication que l'actualité du Covid-19. Imaginez bien que si vous recherchez le Covid-19 dans un échantillon et que votre manipulateur est lui-même contaminé par le Covid-19 et postillonne d'une manière ou d'une autre sur l'échantillon, vous avez un risque d'avoir une mauvaise interprétation. Ça c'est de la contamination environnementale. Le dernier point, je l'ai laissé ici, donc c'est la contamination par les échantillons amplifiés. Il est très important que les échantillons amplifiés ne croisent pas les échantillons non amplifiés. Il faut bien comprendre qu'en général, ils sont jusqu'à 1 milliard de fois plus concentrés que les échantillons de départ. Donc, cette dissymétrie entre les deux échantillons amplifie le risque de contaminer un prélèvement par un échantillon amplifié. Alors, pour ce faire, donc, quand on se concentre sur la deuxième étape, celle qui nous concerne aujourd'hui, le poste de préparation pré-PCR, lui, va devoir nous assurer donc, cette double protection, cette protection contre la contamination environnementale et la protection contre les contaminations croisées. Pour ce faire, donc, les postes de PCR, en général, associent deux types de technologies. Ce sont généralement, quasiment toujours, des postes de travail qui sont en surpression, dans lesquels en fait on va aspirer l'air du laboratoire, le filtrer sur des filtres à haute efficacité particulière, et cet air dépoussiéré va être soufflé sur la manipulation. Étant dépoussiéré, on va le voir tout à l'heure, en fait, on va admettre qu'il est exempt d'échantillons d'ARN ou d'ADN environnementaux. Et puis, la deuxième technologie qui va être associée à cette protection par une ventilation dépoussiérée, ça va être la possibilité de décontaminer l'enceinte en fait, entre deux manipulations, et notamment décontaminer l'enceinte avec un éclairement UV approprié. Donc, on verra que ce n'est pas n'importe quel UV et pas dans n'importe quelle quantité pour être garanti en fait, d'avoir une bonne décontamination contre les contaminations croisées.
Alors, pour commencer, je vais vous parler en fait de cette fameuse filtration particulière qui vous assure en fait que l'air qui est soufflé sur votre manipulation est exempt de particules. Il va faire appel dans des appareils de type Capter Smart Bio à deux types de filtration, enfin à deux niveaux de filtration possibles, soit de la filtration EPA H14 avec une efficacité de filtration de 99,995%. Alors, on va en reparler un petit peu tout à l'heure, on va voir ce que ça veut dire. Et puis, ou lorsque vous recherchez encore un plus haut niveau de performance, vous pouvez même faire appel en fait à un filtre à ultra haute efficacité particulière de type U16 à 99,99 995%. Pourquoi est-ce qu'on va agir sur les particules? En fait, on va partir de plusieurs constats. Le premier, c'est que dans l'environnement, l'ARN ou l'ADN n'ont pas l'habitude de se promener seuls. D'abord, en fait, ils ont une masse en fait qui est très très faible, donc ils sont mus en fait par des mouvements browniens qui vont les amener à rentrer en collision avec d'autres particules en fait dans l'environnement, donc ils sont majoritairement portés par d'autres particules. Et l'autre point, c'est qu'un filament d'ADN ou un filament d'ARN en fait est très sensible aux conditions environnementales lorsqu'il est libre et donc est très facilement détruit par la lumière ou par la température. Donc, ce phénomène-là fait que ce dont on va vouloir se protéger, ce sont les particules qui sont elles-mêmes porteuses d'ARN ou d'ADN contaminants. Donc, pour ce faire, comme je le disais, on va faire appel à des filtres EPA ou ULPA. Ces filtres EPA ou ULPA, souvent, il y a une incompréhension sur leur fonctionnement. Alors, je vais essayer d'être clair aujourd'hui. Historiquement, il était admis, ou la plupart des gens, des utilisateurs, admettaient en fait qu'un filtre à haute efficacité particulière filtrer les particules de diamètre supérieur à 0,3 micromètres. Dans notre esprit, c'est simple à comprendre. En fait, on le comprend parce qu'on se dit que c'est un réseau de fibres avec des trous entre les fibres, et donc ce qui est plus petit que les trous passent au travers, et ce qui est plus gros est arrêté. En définitive, c'est un petit peu plus complexe que ça. Les filtres ont aussi pas mal évolué au cours de ces 30 dernières années. Aujourd'hui, on comprend beaucoup mieux ce qui se passe à travers un filtre particulier, et on s'est rendu compte d'une chose, c'est qu'il n'y a pas uniquement un tri par la taille de la particule. Comme vous le voyez sur la courbe ici, où en fait on affiche l'efficacité en fonction du diamètre particulaire, il y a en fait un diamètre critique en termes d'efficacité autour de 0,15 à 0,3 micromètres. Par contre, ce que l'on sait, c'est que quand la taille de la particule est supérieure à 0,3 micromètres, l'efficacité de filtration augmente très fortement. Et lorsque la taille particulière est inférieure à 0,15 micromètres, en raison d'autres phénomènes, notamment des phénomènes de collision, de diffusion, de mouvement brownian, en fait, on va avoir à nouveau une efficacité qui augmente. Donc, quand on annonce 99,995% d'efficacité, c'est par rapport à la taille de particule la plus difficile à retenir. Ça veut dire que pour toutes les autres tailles, qu'elles soient plus petites ou plus grandes que 0,15 ou 0,3 micromètres, on a la garantie en fait que ces particules seront mieux filtrées. Ce test en fait qui permet d'aller identifier la taille particulière en fait la plus difficile à arrêter, et ensuite qui consiste à aller calculer l'efficacité de filtration sur cette taille particulière, s'appelle le MPPS, Most Permeable Particle Size, et il est défini dans une norme qui est une norme européenne qui est l'EN 1822. Donc tout à l'heure, quand je vous disais filtrage 14 ou filtre U16, si on est complet, on dit filtrage 14 ou filtre U16, en accord avec l'EN 1822-1. Alors, si on regarde d'un petit peu plus près, en fait, je vous ai copié ce diagramme avec différentes
taille de particules qu'on pourrait trouver dans l'environnement. On voit que l'ADN est effectivement très très fin. Alors, plusieurs choses. C'est une particule très très fine, l'ADN ou l'ARN, mais on a vu que plus on est fin, en définitive, plus le film trépas va réussir à arrêter en fait la particule parce que pour des raisons en fait de collision, de mouvement brownien. Le deuxième point, c'est que de toute façon, ce filament d'ADN, en plus, il y a des grandes chances en fait qu'il soit porté par des particules fines ou ultra fines qui vont s'agglomérer et qui seront également plus faciles à arrêter. Donc aujourd'hui, il est totalement admis qu'un filtre trépas ou un filtre ULPA est tout à fait suffisant ou efficace pour aller piéger des filaments d'ADN ou d'ARN si c'était nécessaire, ou de l'ARN ou de l'ADN portés par des particules ou portés par un virus ou une bactérie. Le deuxième point, c'est une fois qu'on a admis ça, c'est de comprendre ce qu'on attend en fait de cette filtration particulière. On attend de la filtration particulière qu'elle nous assure un niveau de propreté particulière à l'intérieur de l'enceinte. C'est pas toujours facile à définir et c'est certainement pas l'efficacité du filtre qui vous garantit ça, mais c'est le constat même par la mesure de concentration particulière dans l'enceinte qui va vous le définir. Cette mesure dépendant de l'efficacité de filtration particulière, mais aussi de la qualité d'empoussièrement particulière du laboratoire dans lequel vous travaillez. Une fois que vous faites cette mesure particulière, vous allez pouvoir en fait la comparer à des ABAC, notamment l'ABAC et la référence la plus souvent utilisée, c'est l'ISO 14644. C'est sur les environnements à empoussièrement contrôlé, notamment les salles blanches, mais on peut l'appliquer également à des zones dépoussiérées qui vont définir les classes d'empoussièrement et les classes de propreté particulière en différents niveaux de ISO 1 pour les salles de propreté particulière en fait les moins empoussiérées, jusqu'à ISO 9 en fait pour les plus empoussiérées au regard de cette norme. Il existe évidemment des environnements beaucoup plus empoussiérés qu'une ISO 9. Nous, ce qu'on va avoir comme objectif en fait dans un poste de travail, dans un capteur BioSmart, par exemple 321, ça va être d'assurer en fait un niveau de particulaire ISO 5. ISO 5, ça signifie que dans un mètre cube d'air, on n'a pas plus de 100 particules de diamètre supérieur à 0,1 micromètre par mètre cube, ou pas plus de 10 200 particules de diamètre 0,3 micromètre. Donc on compare ça, sachant que ce résultat, d'ailleurs vous le verrez par exemple dans les documentations de nos produits, on n'affiche jamais un ISO 5 garanti avant de l'avoir vérifié dans le laboratoire du client. C'est-à-dire que sans qualification, on ne peut pas présager en fait de la qualité d'air ISO 5. Elle va dépendre de l'environnement, des perturbations aéroliques en fait du laboratoire, du taux d'humidité ou même du mode de manipulation. Il est important de comprendre que un poste ISO 5 un poste capteur BioSmart a été conçu pour assurer en fait une qualité d'air ISO 5, mais que cette qualité d'air ISO 5, elle ne pourra être qualifiée qu'une fois réellement installée sur le terrain. Alors, je l'affiche ici. Il faut savoir qu'il existe en fait. Alors, d'abord, pourquoi ISO 5? Parce que c'est aujourd'hui la norme la plus généralement utilisée dans l'industrie pharmaceutique, dans l'industrie médicale. Normalement, c'est devenu quasiment standard de faire référence à cette norme ISO 14644. Mais il peut arriver en fait que des utilisateurs fassent référence à d'autres normes. Alors, ce que vous avez ici sur la diapositive, ce sont des comparaisons entre les exigences en fait des bonnes pratiques de fabrication applicables dans l'industrie pharmaceutique. Et alors, une partie de ma diapositive est cachée. Voilà, non, on vous a laissé que les BPF, mais on pourrait trouver en fait pour des laboratoires qui ne sont pas encore totalement mis à jour par rapport au BPF ou par rapport à l'ISO 644, on pourrait aussi parfois trouver des références
à une ancienne norme américaine qui était la fédérale 209E, qui parlait de classe 100, classe 1000, classe 10 000. Donc, il est possible aujourd'hui de faire quand même, ah si, elle est sur la gauche de la diapositive, pardon. Il est possible en fait de faire des comparaisons entre ces ABAC. Ce sont des comparaisons approximatives, mais un ISO 5, c'est à peu près équivalent à l'ancienne classe 100 de la fédérale standard 209E et à peu près équivalent à une classe A ou classe B des bonnes pratiques de fabrication, sachant que la différence entre classe A ou classe B dépend si les contrôles sont faits en fait laboratoire en utilisation ou non utilisés. Là, pour comprendre un petit peu donc, à quoi correspondent ces niveaux de propreté particulière, vous avez ici en fait quelques exemples de ce qui est généralement demandé dans différents secteurs d'industrie. Alors, les classes de propreté particulière les plus élevées sont demandées surtout pour la microélectronique, puisque les particules gênent les trajets optiques utilisés pour la microélectronique. Et donc, ça demande en fait des niveaux de propreté particulière très très élevés, donc ISO 3, ISO 5. En chimie fine, en industrie pharmaceutique, dans le médical, on va trouver beaucoup d'ISO 5 et généralement donc une classe de ISO 5 à ISO 8. Bon, en micromécanique, en industrie agroalimentaire, on va trouver ensuite des salles avec des niveaux d'empoussièrement plus élevés. Pardon. Le deuxième point dont je veux parler, c'est une fois qu'on a acquis la certitude que le poste de travail dans lequel je fais ma préparation pré-PCR est parfaitement dépoussiéré, il va falloir aussi que je garantisse en fait l'absence de contamination croisée, notamment entre deux séries de manipulation. Donc, il faut que mon poste de travail soit conçu pour être parfaitement décontaminé. Et la méthode la plus généralement utilisée donc, pour cette décontamination, ça va être l'utilisation d'éclairement UV, mais pas n'importe quel type d'UV, c'est ce qu'on va appeler des UV germicides, des lampes UVC. Et là encore, je vais dire pas n'importe quel type de lampe UVC. Donc, une lampe UVC, c'est une lampe qui émet à 254 nanomètres. Mais comme là, on est quand même dans un lieu de travail, il va falloir qu'on s'assure d'avoir un rayonnement parfaitement centré sur 254 nanomètres, sans rayonnement à 185 nanomètres. Pourquoi? Parce que le rayonnement à 185 nanomètres est générateur d'ozone et l'ozone est un puissant irritant des voies respiratoires. Donc, il n'est pas question d'aller irriter les voies respiratoires des utilisateurs. Donc, c'est important que votre poste de préparation pré-PCR soit équipé en fait d'un UV parfaitement calibré à 254 nanomètres. Les UV, en fait, ils vont agir directement sur l'ARN ou l'ADN cellulaire. Donc, l'échantillon d'ARN ou d'ADN cellulaire qui a été extrait, s'il est exposé en fait à l'éclairement UV, les UV vont dégrader cet ARN, notamment en créant des liens entre les acides nucléiques adjacents. Donc, en créant ces liens entre des acides nucléiques adjacents du brin d'ARN, brin d'ADN, on va déformer en fait l'ADN ou l'ARN et sa réplication va devenir totalement impossible. Donc ça se fait à condition d'utiliser les bons rayons UV et ça se fait aussi à une autre condition, c'est la condition d'utiliser la bonne quantité de rayonnement UV. Donc ces quantités, elles vont dépendre de la puissance délivrée par l'éclairement UV du poste de travail. Vous noterez notamment que le poste de travail qu'on voyait un petit peu plus haut, qui était un capteur Smart Bio, est un poste qui est relativement bas. Il est relativement bas pour permettre en fait au tube UV d'être proche du plan de travail et d'envoyer suffisamment de rayonnement sur le plan de travail. Donc cette intensité, elle se mesure en millijoules par centimètre carré et par seconde. Et ce qu'on va rechercher pour faire de l'abattement de quantité d'ARN ou d'ADN, c'est une exposition sur un certain temps pour délivrer suffisamment de puissance UV par centimètre carré de plan de travail.
Alors, comment est-ce qu'on détermine ça? On va le déterminer notamment par rapport à des ABAC ou des publications scientifiques. J'ai cherché un petit peu pour préparer cette présentation. Par exemple, si on parle de l'ARN cellulaire des virus ARN, on trouve un petit peu de bibliographie et on se dit qu'on a une bonne désactivation en fait pour 12 millijoules par centimètre carré. Le deuxième point, vous voyez juste en dessous en fait que si on travaille en fait sur Escherichia coli, selon le taux de désinfection que l'on souhaiterait, on va avoir des temps d'éclairement différents, avec des doses par centimètre carré différentes. Donc là, évidemment, la quantité d'UV que vous allez utiliser pour faire la décontamination entre deux échantillons va dépendre totalement de votre application et va nécessiter un petit peu de bibliographie. Nous, ce qu'on vous fournit dans un poste de travail, c'est un rayonnement UV par centimètre carré. Et ensuite, avec le timer de l'appareil, vous allez pouvoir ajuster votre durée d'éclairement UV pour une décontamination plutôt optimum. Alors, les capteurs Biosmart donc, sont réservés à des manipulations d'échantillons biologiques pathogènes. Donc, c'est important lorsque vous apportez votre non pathogène, votre échantillon, si c'est par exemple une extraction d'ARN venant de coronavirus, qu'il ait bien été extrait préalablement dans un PSM de type 2. Pour les manipulations donc, de préparation PCR. Et ici, ce type de produit ne protège en fait que l'échantillon. Il n'y a pas de protection de l'utilisateur. Mais on voit bien ici, il n'y a pas de nécessité de protection de l'utilisateur à ce stade de la manipulation si le virus a été parfaitement extrait et inactivé en fait préalablement. Il me semble que je zappe quelque chose. Oui, petite chose, en fait, la seule protection qui est réellement importante à ce moment-là, c'est pendant l'éclairement UV. Les UV, on l'a vu, sont dangereux pour l'ARN et l'ADN, notamment l'ARN et l'ADN cellulaire en fait, de l'opérateur. Donc pendant l'éclairement UV, en fait, le poste de travail PCR, lui, va permettre en fait de fermer totalement la façade avec des plans de découpe, des jointures de panneaux transparents qui évitent toute fuite UV en dehors de l'enceinte. Donc, pour récapituler, en fait, un poste de travail capteur Biosmart, normalement, va inclure en fait des filtres EPA H14 ou ULPA U16. Alors, EPA H14, ça va correspondre à 99% du besoin si vous travaillez dans un laboratoire suffisamment dépoussiéré. Et en général, les laboratoires d'analyse PCR sont relativement bien dépoussiérés. Au cas où vous ayez des doutes sur l'empoussièrement de votre laboratoire, à ce moment-là, il va falloir se diriger plutôt vers une filtration U16. Le filtre en fait, qui est utilisé sur les capteurs Biosmart fait quasiment la totalité de la surface courante du plafond, ce qui fait que l'air qui descend sur le plan de travail en fait, va descendre sans turbulence, sans zone morte, pour être sûr que la totalité du plan de travail soit balayée par un air dépoussiéré. Petite précision technique sur ces appareils. Le filtre particulaire, au cours de sa vie, peut se charger et se colmater de poussière en fait, de l'environnement. L'instant du colmatage en fait, de ce filtre par les poussières environnementales, il va falloir l'identifier. Et donc, tous les appareils capteurs Biosmart en fait, sont équipés d'un détecteur de colmatage de filtre qui vous indiquera à quel moment propice changer votre filtre. Ces appareils sont également disponibles avec une filtration carbone optionnelle, notamment si vous craignez l'impact de pollution organique volatile, donc de composés organiques volatiles sur votre manipulation. Il y a la possibilité donc de rajouter un filtre carbone et un molécode. Un molécode S, c'est un détecteur en fait de pollution COV.
Enfin, les postes de travail PCR en fait, ont été conçus pour un nettoyage optimum. Et notamment, ils peuvent être délivrés avec deux types de plans de travail, qui sont des plans de travail monobloc, sans aspérité, soit en résine phénolite type Trespa Top Lab Plus, qui sont des matériaux donc en résine, qui sont un mélange de résine et de bois, mais avec un état de surface quasiment sans rugosité pour éviter en fait les accumulations de particules sur la surface. Ce sont aussi des matériaux qui sont extrêmement résistants au nettoyage, ce qui est plutôt intéressant quand on veut faire une décontamination. L'autre matériau alternatif, c'est l'inox 304L et les plans de travail que nous fournissons en fait avec ce type d'équipement sont faits en fait en monobloc, c'est-à-dire que c'est vraiment de l'inox monobloc. Il n'y a pas de zone morte. On peut passer une éponge en fait totalement librement sur une éponge ou un papier plutôt absorbant sur les angles du plan inox et il n'y a absolument pas de risque de rétention particulière sur ces plans de travail. Petite précision sur l'inox, certains peuvent être tentés de nettoyer l'inox avec de l'eau de javel. C'est évidemment en fait à proscrire. L'eau de javel est un produit totalement incompatible avec les inox. Donc nous, on va plutôt préconiser des produits désinfectants type AmnioSafe ou de l'eau savonneuse pour le nettoyage d'enceintes, pas d'alcool. Alors, pas d'alcool pour les panneaux transparents en PMMA et surtout pas d'eau de javel pour le plan de travail en inox. Donc, en résumé, hein, pour ces postes de travail, on a donc une filtration sur l'ensemble de la surface du plafond qui garantit en fait un balayage de l'ensemble du volume de travail par un air dépoussiéré. Des filtres aussi avec une grande fréquence de pli et une grande hauteur de pli. Alors, ça a un double avantage. D'une part, ça permet, je vous ai parlé du colmatage, mais ça permet en fait de ne pas craindre un colmatage rapide du filtre. Ce sont des filtres qui, à l'usage, se changent à peu près tous les 3-4 ans. Et le deuxième point, c'est qu'une grande fréquence de pli, une grande hauteur de pli, fait qu'il y a une perte de charge beaucoup plus faible sur le filtre, donc un régime de ventilation beaucoup moins sonore. Or, le confort de travail pour l'utilisateur est hyper important. Et ça, c'est associé à un deuxième point, c'est qu'on a énormément travaillé l'ergonomie de ces postes de travail avec des pans inclinés pour l'utilisateur et un éclairage à LED lumière du jour dans le plan de travail. On se sent toujours un petit peu enfermé dans un poste ventilé et c'est important d'avoir une bonne luminosité, à la fois pour la précision de manipulation, mais aussi tout simplement pour le confort de l'utilisateur. Donc, les postes sont équipés en fait de décontamination UV germicide hein, à 254 nanomètres. Évidemment, que j'ai insisté là-dessus, sans rayon à 185 nanomètres qui pourraient être dangereux. Et les panneaux en PMMA, les panneaux transparents, donc c'est pas du verre, c'est du PMMA, qui ont été traités pour avoir une résistance particulière aux UV donc, et une épaisseur également de plus de 10 mm pour arrêter les rayons bêta au cas où, notamment dans des travaux de recherche, les brins d'ARN seraient marqués en fait au phosphore 35. Donc, ce sont des appareils à faible consommation énergétique, ça principalement dû à l'utilisation des LED et à ces fameux filtres avec une très faible perte de charge. Et ce sont également des enceintes qui sont mobiles, déplaçables, relocalisables facilement. En conclusion, donc, pour résumer un petit peu cette présentation, les analyses PCR, je pense que si certains parmi vous les pratiquent, on va tous être d'accord pour dire que ce sont des manipulations très sensibles, hyper intéressantes mais très sensibles, qui nécessitent une rigueur d'organisation optimale, notamment avec les séparations physiques en 3 phases, j'insiste là-dessus, l'extraction, la préparation, l'amplification. Donc préparation dans un poste ventilé avec de la décontamination UV. Et pour l'extraction, je dirais que ça dépend. Ça dépend si vous travaillez en fait sur des produits pathogènes ou non pathogènes.
Le design des enceintes de préparation de l'échantillon doivent assurer une protection optimale contre les pollutions particulières et doivent être conçus pour une décontamination optimale par UV, bien sûr, mais aussi par un nettoyage en fait facilité, notamment par le choix de matériaux facilement nettoyables avec un minimum d'angle au niveau du plan de travail. Voilà, je vous remercie pour votre attention.